Bonjour, cette vidéo traite à présent de l'organisation du programme national de dépistage. La mise en œuvre opérationnelle du programme de dépistage organisé est confiée aux centres régionaux de coordination des dépistages des cancers ou CRCDC. Ces centres sont chargés, à l'échelle de chaque région, de l'organisation des programmes de dépistage organisés en appui avec les agences régionales de santé ou ARS. Selon une enquête récente, 40% des femmes éligibles n'ont pas fait de dépistage au cours des dernières années. Voyons tout d'abord quels sont les objectifs du programme national de dépistage organisé. Depuis mai 2018, l'objectif du programme national de dépistage organisé, ou PNDO, est de réduire l'incidence et le nombre de décès par cancer du col de l'utérus de 30% à 10 ans en atteignant 80% de taux de couverture dans la population cible et en rendant le dépistage plus facilement accessible aux populations vulnérables et ou les plus éloignées du système de santé. Ce programme vise également à améliorer les pratiques de dépistage et à optimiser les pratiques professionnelles, comme les intervalles entre deux tests ou encore le suivi des femmes présentant un résultat anormal ou positif. Pour cela, le programme prévoit une généralisation du dépistage qui s'appuie d'abord sur la mobilisation des professionnels de santé pour favoriser la participation au dépistage, un meilleur suivi des femmes présentant un résultat anormal ou positif, une offre de dépistage élargie et une prise en charge à 100% du test de dépistage sans avance de frais pour réduire les inégalités d'accès au dépistage. Qu'en est-il du rôle des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers ou CRCDC? La mise en œuvre opérationnelle du programme de dépistage organisé est confiée aux centres régionaux de coordination des dépistages des cancers ou CRCDC. Ces derniers ont notamment pour mission la gestion des invitations et des relances adressées aux femmes n'ayant pas réalisé de dépistage dans les intervalles recommandés, le suivi des femmes présentant un test de dépistage anormal ou positif, quel que soit leur mode d'entrée dans le programme, c'est-à-dire au travers d'un dépistage proposé par son professionnel de santé ou à la suite d'une invitation adressée par le CRCDC, et enfin, le recueil des données permettant l'évaluation du programme par Santé publique France. Chaque centre régional est l'interlocuteur privilégié des professionnels de santé afin de lui apporter le soutien nécessaire dans la mise en place de ce programme. Quels sont les professionnels de santé habilités à effectuer les prélèvements cervicaux? La proposition de réalisation d'un dépistage du cancer du col de l'utérus par les professionnels de santé assurant le suivi gynécologique de la femme, que sont le gynécologue, le médecin généraliste et la sage-femme, constitue le principal mode d'entrée dans le dépistage. Pour les femmes qui ne se font pas dépister selon les intervalles de temps recommandés, elles recevront du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, ou CRCDC, un courrier les invitant à consulter leur gynécologue, médecin généraliste ou sage-femme pour réaliser ce dépistage. Ce dernier, fortement recommandé, n'est bien sûr pas obligatoire. Les femmes éligibles sont libres d'accepter ou non. Une relance est adressée 12 mois après l'envoi de la première invitation aux femmes si elles n'ont pas encore réalisé le test de dépistage. Et il faut savoir enfin que dans le cadre de l'invitation, le dépistage est remboursé à 100%. Les médecins biologistes exerçant en laboratoire de biologie médicale et les anatomo-cytopathologistes peuvent également réaliser ce dépistage sur prescription médicale. Dans le cadre de la loi RIS, les pharmaciens biologistes médicaux auront aussi la possibilité de pratiquer le dépistage du cancer du col de l'utérus après une phase d'expérimentation. En ce qui concerne la population cible éligible au programme national de dépistage organisé, il faut savoir qu'elle se fonde sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, ou HAS, relatives au dépistage du cancer du col de l'utérus. Le programme s'adresse à toutes les femmes asymptomatiques âgées de 25 à 65 ans, sauf cas particulier. En l'état actuel des connaissances, la conduite à tenir sera la même pour les femmes vaccinées ou non contre les HPV. De nouveaux algorithmes de triage ont été proposés par la HAS en juillet 2019 et consistent au remplacement du frottis par la recherche du génome des papillomavirus humains ou HPV à haut risque oncogène. Le test HPV est à réaliser en première intention de dépistage pour les femmes asymptomatiques âgées de plus de 30 ans. Ce changement de stratégie de dépistage a été retenu car le test HPV présente une meilleure sensibilité et une meilleure valeur prédictive négative que la cytologie pour faire le diagnostic d'une lésion précancéreuse.
La stratégie de dépistage en fonction de l'âge est désormais la suivante. Pour les femmes entre 25 et 29 ans, le dépistage est fondé sur la réalisation de 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle, suivis d'un nouveau test de dépistage, par cytologie ou test HPV-HR selon l'âge de la femme, 3 ans plus tard si le résultat des 2 premiers est normal. Pour les femmes entre 30 et 65 ans, le dépistage est fondé sur la réalisation d'un test HPV-HR tous les 5 ans, a débuté 3 ans après le dernier examen cytologique dont le résultat était normal, ou dès 30 ans en l'absence d'examen cytologique antérieur. À noter, en raison de la prévalence élevée des infections transitoires par le HPV chez les moins de 30 ans et de l'absence de preuve d'une meilleure efficacité du dépistage par test HPV-HR dans ce groupe d'âge, ce test n'est pas recommandé en dépistage primaire chez les 25-29 ans. Certaines femmes ne relèvent pas de cette stratégie de dépistage, temporairement ou définitivement, et nécessitent un suivi particulier dont voici quelques exemples. Tout d'abord, les femmes enceintes peuvent réaliser le dépistage soit lors du premier examen prénatal, généralement à 3 mois de grossesse, soit au cours de la visite post-accouchement. La HAS recommande aux professionnels de santé qui suivent les grossesses de proposer le dépistage à leurs patientes lors de la consultation du premier trimestre, soit avant 14 semaines de grossesse. La survenue d'une infection à papillomavirus est possible, voire fréquente, pendant la grossesse. D'une part parce que l'âge de survenue des grossesses est identique à l'âge des infections à HPV, et d'autre part car la grossesse favorise, d'une certaine façon, peut-être par une diminution des défenses immunitaires, le développement d'une positivité des tests HPV. Il est donc très important de profiter de la grossesse pour faire un dépistage cytologique par frottis ou virologique du cancer du col de l'utérus. D'ailleurs, le plus tôt possible, dès la première consultation, afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'anomalie. Les femmes ménopausées et les femmes vaccinées contre les HPV sont concernées par le dépistage du cancer du col de l'utérus. Les personnes qui présentent des signes faisant suspecter un cancer du col de l'utérus relèvent alors d'un examen immédiat à visée diagnostique. Enfin, les femmes dans les situations suivantes sont éligibles au dépistage mais présentent un risque majoré de cancer du col de l'utérus qui peut nécessiter une surveillance plus rapprochée. Tout d'abord, les femmes immunodéprimées, qui sont par exemple infectées par le VIH, sous traitement immunosuppresseur, qui sont greffées ou encore celles qui ont une immunodépression constitutionnelle, et également les femmes exposées au diéthylstilbestrol de 2e génération. En ce qui concerne les cas particuliers, voyons à présent quelles femmes sont exclues du programme de dépistage. Tout d'abord, les femmes asymptomatiques de moins de 25 ans et de plus de 65 ans. Les femmes n'ayant jamais eu de rapport sexuel, les femmes ayant des signes fonctionnels ou cliniques faisant suspecter un cancer du col de l'utérus et qui relèvent dans ce cas d'un examen immédiat à visée diagnostique, les femmes ayant eu un traitement conservateur pour une lésion précancéreuse ou cancéreuse du col de l'utérus, comme par exemple par cryothérapie, par vaporisation laser, par conisation ou bistouri à froid ou au laser ou encore par résection à lance diathermique, bénéficient elles aussi d'un suivi spécifique. Et enfin, les femmes ayant une absence de col de l'utérus, soit acquise par hystérectomie totale, soit congénitale, dans le cas du syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Quelques mots à présent sur la colposcopie. La colposcopie est un examen gynécologique réalisé en cas de résultat positif du frottis, qu'on appelle ASCUS, ou test HPV positif et frottis réflexe ASCUS aussi. La colposcopie nécessite la mise en place d'un spéculum permettant de mieux exposer le col de l'utérus. Elle est réalisée à l'aide d'une loupe binoculaire appelée colposcope, et cet examen va permettre de mettre en évidence de manière plus précise les atypies cellulaires et déterminer s'il y a cancer ou pas. Voici les différentes étapes de l'examen. Ce dernier doit être effectué en dehors de la période des menstruations. Chez les femmes ménopausées, un traitement hormonal à base d'estrogène peut s'avérer nécessaire pour faciliter l'accessibilité du col de l'utérus. La patiente est installée en position gynécologique. Un spéculum est introduit dans le vagin pour maintenir écartées les parois vaginales. 2 colorants sont ensuite utilisés pour tapisser les parois vaginales et le col, l'acide acétique et le Lugol, dont l'application est appelée test de Schiller. Ces colorants vont permettre de mieux voir et mettre en évidence d'éventuelles zones anormales de la muqueuse utérine,
sur lesquels seront réalisées 2 à 4 biopsies et un curetage endocervical si besoin, qui seront ensuite adressés au laboratoire pour analyse microscopique. Cet examen se déroule en une quinzaine de minutes en moyenne. Les résultats d'une colposcopie orientent le gynécologue vers la trajectoire médicale à suivre selon qu'il a affaire à des lésions précancéreuses, cancéreuses ou à des lésions intraépithéliales bénignes pouvant disparaître d'elles-mêmes. Les anomalies constatées à l'issue de la colposcopie, s'il y en a, sont classées par degré de gravité. Dans SIN 1, les anomalies appelées néoplasie cervicale intraépithéliale ou SIN sont légères et ne nécessitent que des contrôles réguliers. SIN 2 pour lésions modérées et SIN 3 pour lésions sévères regroupent les lésions qui vont nécessiter un traitement. Et enfin, dernier degré de gravité, le cancer du col de l'utérus qui va nécessiter une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire comportant des gynécologues, des oncologues, des radiothérapeutes et des chirurgiens. Il est à noter que le dépistage est encore trop peu suivi par les personnes éligibles. En effet, sur la période 2018-2020, le taux de participation au dépistage est de 59% seulement. Il existe des disparités dans le recours au dépistage en termes d'âge et de plan géographique. C'est pourquoi le programme prévoit par ailleurs la mise en place d'actions spécifiques ou de stratégies complémentaires en direction des populations vulnérables et ou très éloignées du système de santé, au travers d'un accompagnement au dépistage, d'une médiation sanitaire, d'autoprélèvements ou encore d'unités mobiles. Il faut savoir que de nombreuses structures se mobilisent sur le territoire pour informer la population sur les thèmes des dépistages organisés. Au niveau de nos laboratoires, nous pouvons apporter notre contribution à l'amélioration de ces campagnes de santé publique en incitant les patientes éligibles au dépistage, en leur communiquant des informations à l'occasion d'un échange sous forme de questions-réponses et en les informant sur l'existence de guides pratiques explicatifs. Nous pouvons remettre directement la documentation sous la forme d'un petit guide papier à la patiente ou, dans un souci d'éco-responsabilité, lui fournir les liens des sites sur lesquels elle trouvera toutes les réponses à ses questions. Vous pourrez télécharger ce guide à la suite de la vidéo. Merci.